Et voilà, c'est reparti pour la nouvelle saison de Légistream. Bienvenue à vous. Le chat, vous n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je suis là pour les lire et on fera ça tous les mercredis après-midi à 16h30. Donc on s'abonne, on écrit et puis on est content d'être là. Salut les amis. Salut Valérie. Sacha Beckerman, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Hugo au perchoir, oui. Hugo Couturier, moi-même. Hugo au perchoir quand même. Au pêchoir. Au perchoir, oui, j'ai un petit peu accroché. Bon, ça arrive. Bon, merci beaucoup les amis d'être là. Et puis on accueille Marie Lebec. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Donc vous êtes député Ensemble pour la République de la 4e circonscription des Yvelines et vous redevenez député. Tout à fait. Parce que vous avez passé 8 mois en tant que ministre chargé des relations avec le gouvernement. Ça reste pas trop dur? Avec le Parlement. Mais oui, non, ça fait partie du... Déjà, quand on accepte de devenir ministre, ça fait partie du jeu. Il faut accepter que c'est une mission qu'on nous confie, qui peut être plus ou moins longue. Bien sûr, moi, j'ai adoré cette expérience ministérielle, qui est, je pense, très enrichissante, qui permet aussi d'avoir des relations avec le Sénat, ce qu'on a peut-être parfois moins quand on est à l'Assemblée nationale. On se croise pendant les commissions mixtes paritaires, mais pas tant que ça sinon. Et en même temps, c'est deux mandats, enfin, c'est deux fonctions très différentes. Quand on est au gouvernement, on n'a pas du tout ni les mêmes contraintes, ni les mêmes sujets, ni le même traitement que quand on est à l'Assemblée. Donc en fait, c'est une nouvelle mission qui démarre dans un nouveau contexte politique avec un nouveau mandat. Vous avez été ministre dans un contexte où il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée. Là, c'est complètement le bordel, on va dire. Qu'est-ce que ça vous a appris sur le parlementarisme, le jeu des négociations? Je crois qu'il y a un petit enjeu qui arrive d'ici une demi-heure et on y voit complètement flou. Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça vous a permis ce poste? Alors peut-être juste, si vous me permettez, très rapidement pour présenter à vos auditeurs en quoi consiste le ministère des Relations avec le Parlement, parce que c'est un ministère qui est un petit peu dans l'ombre, on va dire, par rapport à d'autres. Mais si je devais décrire simplement ce poste, ça a deux grandes missions. D'une, c'est le ministère qui s'occupe un peu de l'organisation, du passage, de la préparation des textes, bien sûr en coordination avec Matignon et avec l'ensemble des membres du gouvernement. Donc c'est vraiment un ministère qui est au cœur de la mise en œuvre de l'action publique et politique. Dans un contexte de majorité relative que vous avez évoqué, il y a aussi un volet qui est assez politique, qui consiste à essayer de construire et de bâtir des majorités. Et bien sûr, encore une fois, ceci se fait en coordination avec le ministre en charge du texte qui passe. Donc, ce qui est, je pense, ça a donné beaucoup un rôle assez stratégique et très politique à ce ministère. Et donc, il y avait la nécessité de bien connaître les parlementaires. Et je pense d'avoir une forme d'aval du côté des parlementaires dans le fait d'intégrer ce poste. Après, peut-être, pour répondre à votre question, ce que ça m'a appris, moi je suis très attachée à cette fonction de parlementaire qui parfois est un peu dénigrée, soit du côté du gouvernement, soit du côté des citoyens, des élus locaux. On est un peu dans un entre-deux qui est pas facile à gérer. Or, moi je pense qu'on a tendance à oublier que sans le Parlement, le gouvernement ne peut rien. On peut bien sûr faire un peu de 49.3, on peut faire... Non, mais parce que souvent, oui, je crois qu'on le sait bien, surtout maintenant. Un peu beaucoup ici à LCP. La folie. On peut faire un peu des 49.3, mais assez vite, on est immobilisé. Et qu'en fait, un ministre qui ne ferait pas ce travail d'aller chercher des parlementaires, de leur expliquer ces enjeux, d'ailleurs qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, parce qu'on peut réussir à bâtir sur des coalitions. Alors justement, je me permets de vous couper maintenant, parce que j'ai cette question de Maskilili qui demande, à part bon courage, quel conseil vous donneriez à votre prédécesseur? C'est Nathalie Delattre, c'est ça qui a pris... Successeur, ouais, successeur. Qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Moi, je crois que c'est très important de réussir à mettre au cœur de l'action du gouvernement le rôle des parlementaires et la nécessité d'échanger, de travailler avec eux, de prendre en considération leur remontée de terrain. Et en vrai, bien sûr que tout le monde le fait, mais si vous êtes un ministre qui n'avait jamais été parlementaire avant, surtout dans un contexte qui a énormément évolué, et même certains, je pense par exemple au premier d'entre eux, à Michel Barnier, je ne pense pas qu'il ait pu connaître avant, bien qu'il ait eu une expérience de parlementaire. Il n'a pas connu une assemblée aussi éclatée, aussi divisée. Et je pense que c'est très important de bâtir cette relation qui doit être une relation de confiance avec les parlementaires, de dire, c'est vrai, on n'est pas tous du même bord, on n'a
n'a pas tous les mêmes convictions, mais on est capable de temps en temps d'avancer ensemble. Et moi, j'ai parfois eu le sentiment qu'il y avait une incompréhension entre des ministres et des parlementaires, même de notre propre majorité au mandat précédent, parce que en fait, le ministre n'avait pas fait ce travail d'explication de son texte, des enjeux, et de dire aux parlementaires j'ai besoin de vous pour avancer. Et ça, c'est très important. J'ai un peu l'impression que là, vous nous décrivez le macronisme tel qu'il nous avait été vendu en 2017, avec un pouvoir plus horizontal, avec beaucoup plus de discussions, que ce soit avec les parlementaires ou même les corps intermédiaires, les syndicats, tout ça. Et puis il y a eu un nombre de 49.3 qu'on connaît, l'impression qu'on a un pouvoir très personnel du président de la République. Est-ce que c'est un discours qui passe encore, ça, le dialogue avec les parlementaires? Enfin, quelle légitimité vous avez en fait pour porter ce discours, alors que dans la pratique, c'est pas ce qu'on observe? Alors déjà, c'est une fonction qui a beaucoup évolué, le ministère des Relations avec le Parlement. Effectivement, c'est très différent dans un contexte où vous êtes en majorité absolue et où, en gros, vous devez vous assurer qu'il y aura bien une permanence qui gérera la majorité pour que les textes puissent avancer et passer. Mais dans une majorité relative, ça change totalement la donne. C'est très important. Enfin, c'est devenu, je trouve, un poste très stratégique et qui demande beaucoup de concertation. Peut-être qu'avant, il y avait un volet technique qui pouvait prendre un peu le dessus. C'était beaucoup moins le cas à partir de 2022, quand on était en majorité relative. Et là, maintenant, en minorité, c'est compliqué. En minorité, je pense que l'exercice va être particulièrement ardu pour ma successeur, mais je la connais à titre personnel en tant que sénatrice, et donc je lui souhaite bien sûr de réussir cette mission. Mais je crois aussi que c'est l'occasion aussi de montrer à quel point le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doivent avancer de concert, en fait. On ne peut pas avancer l'un contre l'autre, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas oublier qu'autant dans le gouvernement, il y a un poids du collectif qui est très fort, et donc il y a toujours cet effet un peu PAC, un peu meute qui doit avancer ensemble et qui est très important pour l'unité du discours, alors que les parlementaires, ce sont des individualités. Et donc, il y a des collectifs plus ou moins forts, il y a des moments où aussi l'unité du groupe peut être challengée. Et donc, il faut absolument que le ministre ait fait ce travail, parce que je trouve qu'on le sentait bien quand on échangeait avec les parlementaires, de quel ministre, même parfois, qui avait des textes pas faciles ou qui pouvait, dans ses déclarations, ne pas faire l'unanimité, mais avait une unanimité autour de lui, parce que justement, il avait su construire une vraie relation de travail avec les parlementaires. Hugo ? Oui, dans une approche très bonapartisme du macronisme, c'est-à-dire le chef au-dessus. On reproche beaucoup à Emmanuel Macron son mépris, d'une certaine façon, du parlementarisme. Est-ce que globalement, on n'arrive pas un peu au crépuscule de la Macronie? Vous êtes une des macronistes de la première heure, dès 2015. Je le suis toujours. Vous avez connu la Macronie en majorité absolue. Rien que le groupe de la Macronie de En Marche en 2017, vous aviez la majorité absolue. Vous avez eu la majorité relative, mais vous étiez quand même le plus gros groupe. Maintenant, vous n'êtes même plus le plus gros groupe, vous avez plus que 8500 adhérents. Est-ce que le macronisme n'est pas en train de mourir? Non, alors vérification faite, puisque vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, je suis trésorière du parti. On est plutôt autour de 3000, mais de toute façon, c'est pire. C'est encore pire. C'est pire. Non, pardon. 3000 en comptant les députés. On était 3000 de plus que ce qui était annoncé par. C'est pas pareil. 12 000 comparé aux 400 000 de 2017. Dans tous les cas, dans tous les cas, il y a un enjeu, effectivement. Et moi, je le vois sur mon territoire. Et je passe dans une triangulaire. Et je fais plus de 50% des voix. Et donc, je suis dans un territoire qui est plutôt favorable et où on est challengé, effectivement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'interrogations et qui n'est pas une situation facile à gérer de comment est-ce qu'on permet aux partis de se régénérer et de construire la suite, etc. Paradoxalement, parler de la suite alors qu'on est encore à 3 ans de l'échéance, ça montre bien à la fois l'un très fort intérêt des Français pour les élections présidentielles et en même temps le paradoxe, parce que le temps est très court pour pouvoir porter et mettre en œuvre une action concrète. Donc il y a ce débat qui est réel et qui pose la question de comment est-ce qu'on redonne de l'élan et comment est-ce qu'on continue de montrer ce marqueur qui est, je crois, notre force de réussir à faire travailler ensemble des gens qui viennent et de la droite et de la gauche. Et je sais que quand je parle avec des journalistes, non mais vraiment, parce que moi ça fait 7 ans que je suis élue et que j'ai eu des responsabilités en tant que porte-parole et j'ai donc eu beaucoup d'échanges avec des journalistes et on m'a toujours dit le groupe va exploser parce qu'il y a des tiraillements à droite, à gauche, etc. Or, moi ce que je constate, et c'est ce que j'espère qu'on arrivera à garder par la suite, c'est malgré les tiraillements, malgré les tensions, malgré les divisions qui peut y avoir dans le groupe, il y a quand même cette volonté de continuer à... Il se réduit comme une peau de chagrin, non? Oui, c'est ça.
Enfin, pardon, il explose pas, mais c'est plutôt il est en une train fuite de... sur le ton. Vous savez, la voiture qui a les petites gouttes d'huile derrière elle. Non, mais c'est un peu ça. Il y a le groupe de Sacha Houlier qui est en préparation oui, aussi. mais il ne faut pas être naïf sur les départs de certains, ce que ça veut dire, etc. Ça, je suis d'accord avec vous, mais le sujet, moi je crois qu'en tout cas, il y a encore dans les macronistes, et je sais que vous avez reçu ici Pierre Cazeneuve et il y en a d'autres, qui en tout cas ont envie de se battre pour dire on peut réussir à faire Sylvain Maillard aussi. Sylvain Maillard, on peut réussir à faire coexister des gens qui viennent et de la droite et de la gauche et qui arrivent à avancer pour le pays. Le sujet peut-être maintenant, c'est effectivement pour nous de réussir à montrer que cette philosophie, elle continue de s'incarner dans ce que l'on va porter aujourd'hui dans cette configuration où on n'est plus majoritaire, on n'est même plus en majorité relative, effectivement on est en minorité. Et comment est-ce qu'on va faire exister dans ce socle commun, comme on l'appelle, ce qui est notre identité? Ok, moi je voudrais qu'on avance parce que dans la présentation tout à l'heure, je n'étais pas tout à fait complète parce que vous êtes aussi membre de la Commission des affaires économiques. Dans 30 minutes, même pas, dans 20 minutes, c'est l'examen du budget. Exactement. Précis. Qui commence. Vous le sentez comment, cet examen du budget ? Bon, le budget, c'est toujours un moment difficile. Et je voudrais revenir tout à l'heure, vous avez dit il y a eu des dizaines de 49.3. Bon, moi, je trouve qu'il ne faut pas qu'on se raconte des cracks. Il y en a eu 31, je crois. Oui, il y en a. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est sur des textes majeurs. Bah oui. C'est ça le problème, en fait. À chaque fois, votre argumentaire, c'est de dire oui, vous avez fait passer des lois à côté, et effectivement, en ayant des majorités à l'Assemblée. Mais à chaque fois, sur les textes majeurs, et notamment sur les budgets, c'était des 49.3. C'est pour ça, d'où la rhétorique, en fait. Ce que vous dites est vrai, tout à fait vrai sur le budget, mais le budget a ceci de spécifique, c'est que tout d'abord, juste d'un point de vue technique, pour l'adopter dans son ensemble, il faut qu'il y ait plusieurs votes intermédiaires. Oui, bien sûr. D'abord le volet recettes, ensuite le volet dépenses. Plusieurs 49.3, donc ça fait énormément gonfler le chiffre. Et l'autre chose, c'est que malgré tout, il est vrai que le budget, c'est un élément de politique majeur, même si aujourd'hui ça peut apparaître comme un texte un peu techno et peut-être moins dans le quotidien des Français, mais c'est un texte majeur. Et franchement, si vous regardez dans une équipe, au niveau d'une mairie ou d'une collectivité locale, il n'y a jamais personne qui adopte le budget quand il n'est pas dans la majorité. Donc, est-ce que c'est frustrant de ne pas avoir su créer un moment des majorités autour d'un budget? Bien sûr. Est-ce que c'est totalement déconnant d'envisager que ça passe en 49.3? Non, parce que malgré tout, ça reste un texte qui est difficile. Moi, je pense que ça va être un moment là particulièrement difficile parce que c'est sûr que la situation des finances publiques impose des mesures difficiles. Il va falloir réussir, et c'est pas hyper intuitif pour le moment, mais de faire travailler ensemble l'ancien bloc de la majorité présidentielle et le groupe LR, c'est une relation qui n'est pas totalement encore stabilisée sur la façon dont on va travailler et faire progresser ce que nous voulons porter. Et puis après, il y aura les deux gros blocs d'opposition que sont le RN et on va dire le bloc du NFP qui, je pense, ont déjà exprimé le fait qu'ils ne votaient pas le budget. Donc, est-ce que ça peut passer en dehors d'un 49.3 ? On a fait les calculs, sans le RN et sans le NFP, le budget ne passe pas pour l'instant. Oui, de toute façon, c'est assez mathématique, mais... oui, c'est pour ça. Vous avez la date ou pas du prochain 49.3. Ah non, pas du tout. Non, par contre, on sait que c'est dans quelques jours. Non, alors, ce que je peux, en tout cas de ma modeste place, donner comme conseil au gouvernement, c'est quand on a fait, quand j'ai fait en tant que ministre des Relations avec le Parlement, la préparation un peu de ces discussions dans le cadre de mes échanges avec les présidents de commission, les rapporteurs, etc. Il y avait quand même une demande assez forte que le débat puisse durer, et donc peut-être qu'il ne faut pas trop se précipiter pour le 49.3 et laisser vivre le débat, parce que ça permet au moins, et particulièrement parce qu'on est dans un nouveau gouvernement, dans une configuration politique nouvelle, de permettre à Michel Barnier aussi peut-être de détailler, et donc à son gouvernement, à son ministre de l'économie et des finances et du budget, de détailler quelles sont leurs lignes politiques et comment ils comptent nous amener à atteindre leurs objectifs de baisse des dépenses publiques. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'essayer de poser le maximum de questions du chat aussi. Et j'ai cette question de Maskilili qui dit: vous pensez quoi des erreurs dans les comptes de la France et de la défense de Bruno Le Maire? Aveu d'incompétence, fourberie ou forfaiture, sachant que cette commission-là, elle va démarrer par la commission d'enquête, possible ou pas, validée ou pas. C'est à 17h, non? C'est à 17h, exactement. Donc, on verra ce que les auditionnés expliquent dans les auditions, mais bon, moi je voudrais quand même effectivement, cette question des dépenses publiques, elle est de l'état des finances publiques, elle est très inquiétante, et je veux dire là aujourd'hui. Mais quand Bruno Le Maire dit, mais moi j'avais demandé un budget rectificatif, mais apparemment Gabriel Attal n'en voulait pas à l'approche des élections. Non, mais Gabriel Attal, il a pris d'autres. Oui, non, mais il a pris d'autres décisions. Non, j'étais pas à la réunion. Il a gelé 10 milliards d'euros de crédit. Par ailleurs,
et moi, c'est ce à quoi je vais être très attentive, c'est qu'il y a l'état des finances publiques qui est un enjeu majeur. Et moi, encore une fois, dès 2022, dans ma circonscription, on m'en parlait avec beaucoup d'inquiétude sur la dégradation. Malgré tout, je crois que ce qui fonctionne, c'est de réussir à générer de la croissance pour résorber nos finances publiques. Moi, il y a plusieurs choses qui m'interrogent. C'est les dépenses, les baisses des dépenses qui sont proposées. Je trouve qu'on doit davantage interroger nos politiques publiques et surtout leur efficience. On ne peut pas simplement dire on va supprimer l'AME et c'est ça qui va rapporter 70 milliards d'euros. Ou a priori, le calcul n'est pas super bon. Mais... quelques agences de l'État, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'on interroge la pertinence de nos politiques publiques. Et ensuite, par rapport à votre question, je crois sincèrement que il y a entre autres dans les facteurs, le ralentissement de notre croissance. Or, c'est notre croissance qui nous permet de générer davantage de recettes. Et donc, là où je continue de défendre Bruno Le Maire, et je ne renie pas notre action qu'il y a eu depuis 7 ans, c'est vraiment de dire, je crois que l'essentiel de notre action, et on l'a démontré à d'autres moments dans ces 7 années où on a été au gouvernement, c'est plus on crée d'activités, plus on crée d'emplois, plus on crée d'investissements, plus on attire d'investissements sur notre sol, plus on génère des recettes, et donc plus on peut absorber... on peut en tout cas travailler à la réduction de notre endettement. D'accord, et du coup, Zlob se demande, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander comment augmenter les recettes aussi? Oui, on peut. Une bonne question. Non, mais on peut se poser la question. Là, je constate que dans le budget qui nous est proposé, il y a à la fois un effort qui est demandé aux Français et un effort qui est demandé aux entreprises. Moi, sur les Français, on peut le considérer, même si c'est un peu à rebours de ce qu'on a fait, puisque pendant 7 ans, même dans les moments les plus difficiles, que ce soit post-Gilets jaunes ou post-Covid, on a vraiment essayé de ne pas aller dans cette dynamique-là. Mais c'est surtout après, sur la question des entreprises, moi, j'ai très peur qu'on retombe un petit peu, entre guillemets, dans la maladie française, de dire on va chercher un peu l'argent là où il existe, plutôt que d'essayer d'en créer. Et je pense... à titre tout à fait personnel, mais peut-être que l'inverse nous sera démontré, c'est que si on taxe les entreprises, la réalité, c'est ceux qui peuvent bouger et se déplacer iront ailleurs en Europe. On risque d'impacter nos grosses ETI qui, je pense à des secteurs comme l'agroalimentaire, qui doivent rester sur le territoire national, qui ont moins la capacité, en tout cas, à bouger leurs investissements et leurs résultats. Et donc, en fait, bien sûr, on va générer des ressources pour 2025, mais on risque d'avoir endommagé la machine pour 2026. Et je voudrais vous raconter juste très rapidement cette petite anecdote. Moi, j'ai participé, puisque c'est mes sujets d'intérêt, aux 7 Choose France qui ont eu lieu depuis que ça a été organisé. Et au moment des Gilets jaunes, il fallait, je caricature un peu, mais quasiment passer 3 barrages de police pour accéder à Versailles, là où le sommet se réunissait dans le château. Et je vois des investisseurs et je leur dis, ça vous fait pas peur, la situation, etc. Ça vous dissuade pas? Ils me disent, franchement, on a l'habitude de votre bazar français, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est de la stabilité, de la prévisibilité. Et je pense que quand on commence à dire, alors pour 1 an, on va faire tel ou tel dispositif, etc., en vrai, ça génère plus d'angoisse et d'inquiétude de la part des investisseurs que de dire, on garde notre cap. La ligne Attal et celle que vous suivez là sur le budget, c'est de soutenir le gouvernement, a priori. Ça ne va pas être un peu toute la difficulté du parti présidentiel de soutenir un Premier ministre qui, 1, vous critique sur la gestion du budget ces dernières années, et 2, va un peu détricoter ou durcir tout ce que vous avez mis en place depuis 7 ans. Je pense notamment aux aides sur l'apprentissage ou des choses comme ça, par exemple. Alors, il y avait des choses sur lesquelles nous-mêmes, on avait engagé une réflexion, parce que je ne voudrais pas qu'on laisse dire que tout d'un coup, en septembre, avec l'arrivée de Michel Barnier, on a découvert que les finances publiques s'étaient dégradées. Je veux dire, il y a effectivement ce qu'a pu dire Bruno Le Maire, mais il y a aussi des décisions qui ont été prises. Non, mais il y a aussi des décisions qui ont été prises par Gabriel. Il y a des groupes de travail à l'Assemblée qui ont été mis en place pour voir le dispositif de rachat d'actions. Il avait été porté par Jean-René Cazeneuve au préalable, et c'est très bien qu'il soit dans le budget. Moi, je crois que on peut avoir des points de désaccord avec Michel Barnier. L'important, c'est pas de se mettre dans une logique d'opposition, mais d'essayer d'arriver avec des contre-propositions. Donc c'est vrai que plutôt que la question de la suppression de la baisse des exonérations, on voudrait plutôt avancer sur la réforme de l'assurance chômage, puisqu'on est quand même sur la question du travail dans notre ADN, et d'essayer d'avoir un maximum de Français qui retournent vers l'emploi, plutôt que d'avoir un coût du travail qui augmente. Donc on va essayer de trouver un terrain d'atterrissage, mais c'est vrai que... Vous avez déjà bien rogné sur l'assurance chômage quand même en 7 ans. Non, mais en tout cas, on estime que parce qu'il y a encore des entreprises qui cherchent à recruter, parce qu'il y a encore une dynamique de croissance qui est là, et oui, il faut qu'on incite les gens plutôt à aller vers l'emploi et être dans cette logique de dire, au fond, c'est parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'on crée de la valeur, qu'on peut générer des recettes, et ça, on y est très attentif. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ça fait
J'ai été 4 ans à la commission des affaires économiques, 2 ans aux finances. C'est sûr que j'ai porté beaucoup de choses sur le développement économique et l'attractivité de notre pays. Je ne veux pas être dans une opposition brute qui serait inefficace, mais c'est sûr que je pense qu'il faut faire attention à ne pas tout détricoter et à nous demander de soutenir. Donc c'est un peu l'équilibre à trouver. En parlant d'inefficace, il y a quelque chose qui coûte plusieurs milliards d'euros et qui est relativement inefficace, c'est le SNU. D'ailleurs, Michel Barnier n'en a même pas parlé dans son discours de politique générale, ce qui montre que quand même, c'est pas ses priorités. Est-ce que supprimer ce SNU que personne ne veut et qui n'a pas de résultats concrets, selon plusieurs rapports de l'Assemblée, ça pourrait pas être une solution au moment où tout le monde doit faire des efforts, 4 milliards quand même, je crois, par an, c'est pas négligeable quand on doit en trouver 60, ça fait quasiment 10%. Est-ce que finalement, revenir sur le SNU, ça pourrait pas quasiment aider ? 10%, t'as fait S ou Quasiment, il faut 60 milliards. Et 4 milliards, ça fait quasiment 10%. Non, mais... Et l'uniforme, on dit aussi dans le chat. Tant qu'à faire. Alors, bon, moi, l'uniforme, je veux dire... en fait, je ne suis pas anti-SNU dans un discours très catégorique, etc. De toute façon, je pense que la question de où est-ce qu'on va devoir faire des efforts, il faut que tout le monde contribue un peu, etc. Bon, moi, je dirais, le SNU, avant tout, qu'est-ce que c'est la philosophie du SNU ? C'est d'essayer de créer un outil de cohésion de la jeunesse pour éviter le sentiment un peu jeunesse des villes, jeunesse des champs, ou jeunesse des quartiers et jeunesse des cœurs de ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a la JAPD pour ça. Ouais, mais la JAPD, je constate qu'on est quand même pas très loin en tranche d'âge. Vous l'avez fait comme moi, la JAPD, une journée, ça ne suffit pas. Hyper sympa. Le quart était resté sur nous. Alors moi, j'avais adoré, vraiment. Ah ouais ? Non, moi, j'ai pas compris l'idée, moi. Non, moi, j'avais pas compris l'idée. On peut pas dire que la JAPD soit un outil de cohésion. Je pense que c'est un vrai, en tout cas, et d'ailleurs, c'est Othman Nasrou, je crois, qui est en charge de la question de la citoyenneté. Il y a un vrai défi devant nous qui se pose sur la question de la citoyenneté, qui passe notamment par la cohésion d'une génération, d'une classe d'âge. Et si le SNU doit être amené à évoluer pour des raisons budgétaires, j'y suis pas forcément opposée, mais je trouve que c'est quand même important de réfléchir à un dispositif qui permette, de dépasser le milieu des jeunes et du milieu dans lequel on évolue, dans lequel on grandit, parfois dans lequel on fait nos études, et de montrer qu'au fond, il y a des choses plus importantes qui nous rassemblent en tant que Français. Je voudrais qu'on aborde très rapidement, parce qu'il nous reste évidemment plus beaucoup de temps, c'est toujours, c'est toujours trop court, l'immigration. L'annonce de cette nouvelle loi par Bruno Retailleau, ça fissure un petit peu chez vous. Et vous en pensez quoi ? Moi, j'avoue, je fais un peu ce que dit Gabriel dans la matière, c'est-à-dire, je trouve qu'on a passé une loi il y a même pas un an, parce que j'imagine que comme la machine est toujours un peu lourde à se mettre en œuvre, tous les décrets n'ont pas encore été validé. C'est un sujet, la question de la sécurité, qui est au cœur des préoccupations des Français, c'est une évidence. Après, est-ce que si c'est une loi pour faire une loi, c'est particulièrement efficace ? Et vous dites quoi ? Vous dites qu'il s'est trompé, que c'est pas le bon moment, qu'il fait de la com ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous dites derrière ça ? En tout cas, ça me paraît pas utile et pertinent à date. Je pense qu'on a une loi qui est, honnêtement, je sais que, en fait, je pense qu'il y a plus un truc de frustration de la part des Républicains et notamment des sénateurs qui ont l'impression de s'être fait censurer par le Conseil constitutionnel et que donc l'objectif est plutôt et comme de il dire, était Retailleau au Sénat avant. Au Sénat et président du groupe, etc. Je pense qu'il ne faut pas se mettre dans une course aux petits chevaux en disant c'est votre lecture du truc. On sait que ça les a beaucoup travaillé. En tout cas, ça les a beaucoup travaillé. Et puis ça arrive aussi dans un contexte où l'actualité fait que pour eux, ça paraît pertinent d'emporter une. Mais est-ce que cette politique-là de proposer une loi d'immigration dès que on a effectivement un fait divers ignoble et pertinente, est-ce que c'est de la réaction, quoi. Est-ce que c'est un hocher pour l'extrême droite ? Est-ce que c'est un hocher pour l'extrême droite, pour Marine Le Pen et Sébastien Chenu ? Peut-être, je ne vais pas prêter des intentions que je ne connais pas à Bruno Retailleau, mais en tout cas, de ma position MRP, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup d'agacement sur cette histoire de censure et donc un peu la volonté de jouer le match au retour. Donc j'imagine que ça s'intègre dans ce contexte. Je pense que, en tout cas, la politique, c'est effectivement, et même si parfois la tentation peut être forte, éviter d'essayer de ne pas basculer dans la politique du symbole et effectivement de se saisir d'un fait divers pour dire je vais faire une loi et donc il n'y aura plus jamais de faits divers qui vont arriver. Donc encore une fois, moi je sais les désaccords qu'on peut avoir avec Bruno Retailleau sur la loi immigration. Je l'invite quand même à
prendre tous les décrets d'application, s'assurer qu'elles soient rapidement mises en œuvre avant de se lancer dans une loi. Enfin, je veux dire, honnêtement, si on fait une loi en janvier 2025, puisque je crois que c'est ça l'idée, en tout cas. Vous vous rendez bien compte que j'ai regardé l'autre jour, la loi précédente a été adoptée le 26 janvier 2024. Enfin, je veux dire, très honnêtement, je pense que c'est pas bon, même au-delà de ce qu'on en pense. C'est la 36e loi immigration, non? Ouais, ça fait 25 ans qu'on fait des lois immigration à tort et à travers. Et j'avais une petite question. Mais je pense que ça montre aussi la complexité du sujet et que, je pense surtout là à la campagne de Zemmour sur le sujet, mais moi je supporte plus ces coups de menton de on n'a qu'à faire exécuter les EQTF et comme si ça allait tout résoudre. Bien sûr qu'il faut faire exécuter les EQTF, mais quand on connaît ensuite le sujet, et à ce titre, Bruno Retailleau, je pense qu'il maîtrise quand même le sujet. On ne peut pas être dans une politique de coups de menton, c'est très complexe les politiques migratoires. C'est un vrai sujet des Français, il faut amener des vraies réponses, mais je ne suis pas sûre que ça passe forcément par une nouvelle loi. Encore une fois, je pense qu'on peut déjà regarder ce qui a été voté la dernière fois. J'ai une question, comme on arrive en fin d'interview. Tout à l'heure, quand j'étais en live, j'ai un peu parlé de vous. Il y avait des questions sur le macronisme originel, si je puis dire. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces Français qui, désolé le terme, mais se sentent niqués par Emmanuel Macron, qui ont cru à son discours en 2017 et qui se retrouvent avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur? Sachant que vous êtes une macroniste historique. Tout à l'heure, vous disiez que le macronisme, c'était d'aller chercher des voix à droite et des voix à gauche. On a surtout l'impression depuis 7 ans que ça va chercher des voix à droite. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, j'entends ce que vous dites. Factuellement. Je suis pas d'accord avec vous sur est-ce que, et je vous le dis avec d'autant plus d'aisance que je viens de la droite, donc je veux dire, je pourrais me dire une jeune sarkozyste, exactement, ça existe. Je pourrais très bien me dire oui, c'est très bien et tant mieux pour moi, à la limite c'est mon camp qui a gagné et voilà. Or moi je crois sincèrement que il y a cette volonté de dépassement qui nous anime. Encore une fois, on est dans un contexte politique qui est particulier aujourd'hui où l'Assemblée est extrêmement éclatée, où personne ne peut faire de majorité sans l'autre et où très clairement, puisque la question porte sur Bruno Retailleau, mais j'imagine que ça dépasse la question de Bruno Retailleau, mais très clairement, je pense que c'est aussi l'occasion pour nos députés, et parce que nous sommes dans une position qui est différente par rapport à celle que nous avons connue depuis 7 ans, de aussi justement être les tenants de cet équilibre. Et certes, Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, il défendra ce qui lui tient, ce en quoi il croit, mais je crois que c'est aussi à nous de challenger la pertinence de ces décisions et de ne pas renier sur nos valeurs. Alors justement, on ne veut pas être à tout prix dans cette coalition, on veut être dans cette coalition parce que vous voulez rester au pouvoir. Non, parce qu'on veut que ça fonctionne pour le pays, et très honnêtement... c'est un peu foiré là quand même. Non, moi je suis pas d'accord avec vous, je veux dire, je l'ai vu dans ma circonscription. Alors encore une fois, c'est ma circonscription, c'est peut-être qu'un petit bout de France, et voilà. Mais je sens quand même une recherche et une volonté d'apaisement de la part de nos concitoyens. Certains m'ont dit, oui, il faut que Michel Barnier réussisse, donc il faut que vous contribuiez à cette réussite. Mais contribuer à la réussite ne veut pas dire ne pas être un partenaire exigeant. Et en tout cas, je le crois, et ce sera ma position, parce que vous l'avez dit, je fais partie vraiment des macronistes de la première heure. Et je suis attachée vraiment à ce dépassement. Et moi, j'ai eu aucun état d'âme à dire, quand c'est nous qui avions ce sujet de la loi immigration en janvier dernier, de dire il faut qu'on fasse attention parce qu'on ne doit pas perdre notre aile gauche. Et encore une fois, je viens de la droite, donc je suis assez à l'aise avec cette idée de dire qu'il faut qu'on arrive à cheminer ensemble. Et ça peut être parfois dans un texte, un équilibre qui est recherché, mais ça peut être aussi sur l'ensemble de textes. Et après... Vous allez donc découvrir le parlementarisme. Non, mais moi je suis très, honnêtement, je veux dire... je suis très défenseur de cette belle maison, j'y suis très attachée, voilà, après, alors, je pense que c'est différent, effectivement, quand tu es dans une majorité absolue, quand tu es dans une majorité relative, et ça nous oblige à repenser notre position. Et bon, l'exercice n'est pas toujours facile. Évident. Alors, justement, on parlait de cette belle maison, c'est vous qui en parliez, et du parlementarisme. L'invitée qui va vous suivre, c'est Elsa Fossillon, donc elle est députée communiste. Dans ce contexte-là, dans cette assemblée complètement morcelée, divisée, tendue, dans les couloirs, vous serrez la main, vous saluez, vous ne parlez pas. Non, mais c'est quoi qu'on comprenne un peu quel est le... Parce que, vous voyez, entre ce que nous, on ressent, entre ce que les citoyens on voit partout ce que en s'est France... pris Yael Braun-Pivet et Caroline Fiat quand elle est allée voir Caroline Fiat, et les Insoumis lui sont tombés dessus. Par exemple, en mode, vous allez voir l'ennemi, quoi. Ouais. Oui, parce qu'elles ont fait une photo ensemble. Il faut peut-être remettre un peu les choses dans leur contexte. Non, mais alors, déjà, Yael Braun-Pivet est passée dans la circonscription, enfin dans l'ancienne circonscription de Caroline Fiat. Et je le ferai si certains de vos auditeurs nous écrivent. Je pense que c'est très important de venir voir comment se passent les débats parlementaires, parce qu'effectivement, dans certaines émissions concurrentes, etc., on montre un peu les moments de tension. Pas chez vous, mais les moments de tension. Non, c'est vrai. Les moments du pire. Et très honnêtement, moi, c'est ce que j'essaye de dire aux habitants de ma circonscription, parce qu'ils me disent, oh là là, parfois,
soit vraiment les comportements sont insupportables. Oui, c'est insupportable, mais paradoxalement, moi je crois, très sincèrement, qui a déjà fait un dîner de famille, parle politique et à la fin tout le monde s'embrasse. Non, tout le monde s'engueule quand on parle politique. Même dans une famille un peu monochrome comme la mienne, où globalement les gens ont les mêmes convictions, ils arrivent quand même à s'engueuler. Et je crois que la politique, c'est une affaire d'hommes, c'est une affaire de passion, c'est une affaire de conviction. Et que même s'il y a des gens que je combats férocement, je crois sincèrement que les gens qui sont à l'Assemblée, c'est des gens qui ont envie de porter un combat, qui leur tient à cœur. Donc vous discutez en fait, c'est ça. Moi, je veux dire... vous échangez, vous discutez. La bordélisation de l'Assemblée telle qu'elle a été décrite par Darmanin il y a quelques années, vous n'étiez pas d'accord avec ça? Je constate que c'est un peu le bordel, mais je constate aussi qu'il n'y a pas un déjeuner de famille qui se passe bien quand on parle politique dans une famille. Donc je conçois que la politique, oui, c'est des gens qui sont passionnés et qui croient dans ce qu'ils font et qui croient dans les combats qu'ils portent et les valeurs qu'ils portent, etc. Et après, franchement, il y a des groupes avec lesquels c'est plus ou moins facile de travailler, des groupes avec lesquels c'est plus ou moins facile d'avancer. Il y a quand même beaucoup de respect. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis, venez à un débat le soir ou un débat un après-midi. Et je pense qu'on voit mieux aussi, en dehors des QAG, en dehors des périodes un peu de pic, je pense, aujourd'hui, de niche des oppositions, comment se passe quand même Il est 17h, je vous coupe, parce que je crois que vous avez rendez-vous en commission, non? Oui, tout à fait. Enfin, c'est comme vous voulez, hein, si le sujet vous intéresse. Mais voilà, on a Elsa Fossillon qu'on a un peu... Voilà, tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Marie Lebec d'avoir participé à ce stream. Voilà, il y a eu la poignée de main, ça marche. Il y a eu la poignée de main, le chat. Bonjour, Elsa Fossillon. Bonjour. Alors, je le rappelle, pour ceux qui prendraient en cours l'émission, on est sur Legistream, Twitch, la chaîne LCP de Twitch. Donc, dans le chat, vous n'hésitez pas à commenter. J'essaye au max de poser toutes vos questions. C'est pas facile. Et on vous accueille donc, Elsa Fossillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée communiste de la première circonscription des Hauts-de-Seine. Vous êtes membre encore. Et ouais. Communistes ou bien sûr. Les communistes. On va en reparler. Non, les Hauts-de-Seine, ça existe toujours. Ça. On a vu pour un... Bon, et vous êtes membre de la commission des lois. Et du coup, pour faire le lien avec la dernière question que je posais donc à Marie Lebec, c'est, voilà, dans ce contexte hyper tendu, assemblée, morcelée, divisée, enfin on entend tout et n'importe quoi, c'est vrai, elle le disait, c'est justement, nous, de l'intérieur, on voit peut-être d'autres choses, mais vous, est-ce que vous arrivez encore à échanger, ne serait-ce que saluer d'autres députés, d'autres élus, de tous bords confondus? Comment ça se passe concrètement? Il y a deux questions. D'abord, moi, je ne sais pas encore exactement comment elle l'est, cette assemblée. Je trouve qu'on ne l'a pas encore tellement éprouvée en réalité. Ok. Voilà. Donc, bien sûr qu'elle est, si on regarde le paysage politique, nul doute, il y a une forme de déflagration, tout est morcelé. À l'intérieur même des groupes, et on le voit pour le groupe de Marie Lebec, par exemple. C'est très morcelé, même à l'intérieur même de leur groupe, ce qui n'est pas vrai, par exemple, du mien. Mais en GDR, les GDR. Non, on parlait, je pensais du groupe Gauche démocrate et républicaine. GDR, il y a moitié ultra. On rappelle, le GDR, il y a les communistes français hexagonaux et il y a les élus ultramarins qui sont de gauche, disons-le. Exactement. Et en tout cas, je trouve que pour le moment, on n'a pas eu encore à éprouver exactement ce que ça donne, un examen de texte de loi avec tous ces groupes politiques, ces 11 groupes à l'Assemblée nationale, ce que ça crée en termes de majo, pas majo, etc. Même s'il y a eu l'approbation des comptes publics 2023 et que la motion de rejet a été adoptée. Donc ça, c'est un premier signal. Mais en réalité, je ne pourrais pas vous dire exactement comment je vis l'Assemblée encore. Sur votre question, est-ce qu'on se dit bonjour ? Évidemment, bien sûr qu'on se dit bonjour. Ok. Est-ce qu'on serre la main à tout le monde ? C'est intéressant, Non, on ne serre pas la main. Enfin, moi, quand je suis arrivée à l'Assemblée en 2017, il n'y avait pas de groupe du Rassemblement national. On savait évidemment qui était qui, en tout cas à l'extrême droite, donc c'était facile de les identifier. Et moi, je viens en tout cas d'un courant politique qui fait que je mets complètement à part l'extrême droite et que je la mets pas dans le camp républicain, même si c'est un terme qui a été complètement dévoyé. En tout cas, pour moi, ça représente pas les valeurs républicaines et c'est même un danger pour la République. Donc, je serre pas la main. Je pense que je les mets à part en leur serrant pas la main.
Là, c'est vachement plus dur, parce qu'ils sont beaucoup et que j'ai pas encore fait le repérage. Bien sûr, vrai, Je veux dire à celles et ceux qui n'appartiennent pas à ce groupe et à qui je ne dis pas bonjour. C'est pas de votre faute. C'est juste que votre tête ne revient pas. C'est ça. Voilà. Non, mais ça va venir. J'ai une question du chat, donc de Valo, qui dit qui vous pose cette question. C'est quoi être communiste en 2024 ? Et dans les Hauts-de-Seine. Ouais, aussi. Alors, d'abord, il faut connaître les Hauts-de-Seine, parce que les Hauts-de-Seine, c'est pas que Neuilly et le Valois. C'est aussi des terres industrielles, c'est aussi des terres populaires. Bien sûr. Moi, je suis du nord des Hauts-de-Seine, de la boucle nord des Hauts-de-Seine, qui a été vraiment une terre très industrielle, avec des gens issus de milieux très populaires, une terre d'immigration aussi. Et donc, c'est pas que Neuilly et le Valois, les Hauts-de-Seine. C'est une terre très contrastée. Et ensuite, donc, être communiste dans les Hauts-de-Seine, c'est pas si facile, parce que moi, j'ai été conseillère départementale face à Devedjian, par exemple. Donc, c'était... C'est pas facile parce que vous n'aimez pas les communistes. Bien sûr. Et ensuite, être communiste, moi j'ai l'impression... Je comprends que la question se pose parce que c'est un parti qui a beaucoup moins d'influence, beaucoup moins d'élus, beaucoup moins de représentants. Et ça renvoie à l'histoire du passé. Pourtant, dans un monde avec autant d'inégalités, d'injustices, une société aussi fragmentée où le capital prend tellement de place dans le partage de la valeur, ça me semble assez évident de contester à la fois ces injustices, ce partage de la valeur dans le pillage finalement des richesses produites par le travail. Donc tout ça, pour moi, me semble assez évident, mais je comprends la question, évidemment. Il y a Tie-Break dans le chat qui demande, bon là ça vient de passer, mais quand est-ce qu'il y a un congrès au PCF et quand est-ce que Elsa Faucillon, première secrétaire ? Il va être content, Fabien Roussel. Oui, il va être ravi. C'est pas l'amour fou entre vous et Fabien Roussel non plus. Alors, c'est pas une histoire. On rappelle, vous n'étiez pas sûr de pouvoir voter pour Léon Desfontaines, vous l'aviez dit sur le plateau de Backseat, justement. C'est vrai. Non, vous avez voté pour lui ou pas ? Non, j'ai pas voté pour lui. Pour le dire très clairement, je suis très critique de la ligne actuelle du PCF. Je m'en suis jamais cachée. Je fais des textes généralement alternatifs au Congrès, donc il n'y a pas de secret. Ce que je reproche, c'est pas une histoire est-ce que j'aime bien ou pas Fabien Roussel, vous vous en doutez, c'est vraiment une question de ligne politique. Et moi, je considère que le PCF, aujourd'hui, il devrait plutôt s'ouvrir, être en capacité de chercher tous les rassemblements possibles, à gauche, évidemment, sur des contenus qui sont des contenus vraiment à gauche, et pas s'isoler, pas, par exemple, présenter une candidature à la présidentielle quand il y a un risque si important du Rassemblement national. Et ça, on va le questionner au travers d'une conférence nationale qui aura lieu là dans les prochains mois. Je souhaitais un congrès, il n'y a pas de congrès à l'ordre du jour pour le moment. Aussi, je vous laisse poursuivre le temps qu'on me change mon oreillette. Oreillette neuve. On était là, on se demandait merci s'il fallait beaucoup qu'on fasse. Adrien, on applaudit Adrien. Merci beaucoup, maître oreillette. Voilà, merci, pardon, désolé. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas éprouvé l'Assemblée encore avec ces 11 groupes et on commence très fort aujourd'hui avec le budget. Comment vous le sentez ? Comment vous allez surtout vous battre, entre guillemets, contre ce budget avec lequel, je suppose, vous n'êtes pas d'accord, avec les menaces toujours d'un éventuel 49-3. Alors, il y a peut-être une lueur d'espoir, c'est que le RN a dit, Jordan Bardella a dit ce matin que le RN ne voterait pas le budget. Oui, alors vous voyez, que pour l'instant, il n'y a pas de l'extrême droite. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais le fait est que sans les voix du Rassemblement national, le budget ne passera pas. Alors, d'abord, comment j'envisage le budget ? Vous ne l'avez pas de secret, assez mal. Et je pense que les citoyens de ce pays l'envisagent aussi assez mal quand on leur annonce vraiment une vraie austérité. Si tant est que déjà, il n'y avait pas des besoins énormes qui s'exprimaient dans la population. On va citer juste 2 exemples. Il y en a plein d'autres, mais hôpital et école, qui devraient être vraiment des priorités absolues. Et là, on nous annonce dans le budget la suppression de 4000 postes, 3000 pour l'enseignement en primaire et 1000 pour ce qui est du secondaire. Qui peut penser aujourd'hui, non mais franchement, qui peut penser aujourd'hui supprimer des postes dans l'éducation nationale ? J'ai entendu tout ce qu'on nous disait, baisse démographique. Je veux juste donner un élément là-dessus. Parce que la baisse démographique, elle existe, mais qui pense que déjà ça allait suffisamment bien dans l'éducation nationale pour aggraver la situation ? Donc, si vous voulez, forcément, très très mal. Mais surtout, dans ce budget, s'il y a une idée peut-être pour m'adresser à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que il ne faut pas passer la partie recette. Le budget, il y a 2 étapes. Il y a la partie recette, donc qu'est-ce qu'on engrange ? Qu'est-ce qu'on engrange ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on dépense ?
Moi, je suis plutôt de la team. On part des besoins. Ouais. On part des besoins. C'est quoi les besoins criants dans le pays? Et à partir de là, à partir de ces besoins-là, qu'est-ce qu'on a besoin comme recette? Et est-ce qu'il y a des recettes possibles? Et j'ai l'impression quand même qu'on a un gouvernement qui veut passer cette étape-là, qui nous dit tout de suite, on va faire des économies parce qu'il y a un déficit, sachant que c'est quand même abyssal. Mais d'abord, il y a des pays qui vivent avec des déficits comme ça. Et ensuite, ce déficit-là, qui l'a créé? En faisant quoi? Et moi, ce que je fais comme analyse, c'est qu'ils vont continuer avec les mêmes, alors pas recettes, avec les mêmes méthodes, en disant, nous, on va finalement résorber une dette, un déficit que nous-mêmes, nous avons créé, avec les mêmes méthodes qui nous ont mis dans cette situation-là. Donc, il faut changer la manière de faire, et c'est ça qu'on veut mettre en lumière. Je veux juste poursuivre, parce que j'ai l'impression qu'Éric Coquerel, il est beaucoup plus optimiste. À l'issue de la commission, qui démarre là, hein, ça y est, il y aura davantage de recettes. Il n'y aura pas moins de dépenses, et même dans certains secteurs, des dépenses votées en augmentation. Il rêve? Non, parce que, alors, d'abord, pour dire quelle est la méthode que le nouveau Front populaire va adopter. D'abord, chaque groupe, évidemment, du nouveau Front populaire va déposer des amendements qui sont fidèles à ce qu'on défend et dont on pense qu'ils peuvent améliorer les recettes du pays pour pouvoir répondre aux besoins. On a aussi des propositions, 10, qui vont nous être communes, des amendements communs pour citer un exemple, pour améliorer aujourd'hui les recettes du point de vue de l'héritage. Il y a une injustice qui existe, plein de niches fiscales qui font qu'en fait les très gros héritages sont finalement très peu taxés. Bah oui. Et quand je dis ça, je veux rassurer tout le monde, parce qu'il y en a peut-être qui espèrent un jour que c'est rien. Avoir un héritage. Avoir un héritage. Ah oui. Bon, d'abord, on est 50%, et je me mets dedans, à être sûr de ne rien toucher comme héritage, d'accord? Et dans les 50 autres %, la plupart, c'est moins de 100 000 €. Ceux-là, on n'y touche pas. Et même au-dessus, on n'y touche pas. Donc, c'est vraiment ceux qui héritent de très grosses sommes. Et ceux-là, aujourd'hui, ils bénéficient de plein de niches fiscales qui font que, finalement, c'est très peu taxé. On dit, regardez l'état de l'école, regardez l'état des hôpitaux, ceux de la justice, mais de plein d'autres domaines. Regardez toutes ces familles qui n'arrivent pas à se nourrir. Ben nous, ce qu'on pense, c'est quand même qu'il pourrait y avoir une contribution beaucoup plus importante qu'actuellement qui permette qu'on réponde à ces besoins. Donc, on va avoir des amendements un peu maximum qui correspondent à ce qui nous semblerait juste. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que si ceux-là ne sont pas adoptés, on envisage aussi des replis qui vont aller chercher. Les replis, c'est pour ceux qui ne savent pas, on fait un peu en dessous, puis un peu en dessous par rapport à ce qui nous semble juste. Les amendements de repli. Les amendements de repli. Pour dire, bah, par exemple, vous, le député Mattei, qui avait fait des propositions pour taxer les dividendes. Député Modem. Député Modem. Bah, peut-être qu'on peut trouver une majo pour aller chercher des recettes. Ah oui, donc point par point et s'entendre. Non, mais pourquoi pas? Oui. Ces amendements, pour l'instant, vous les avez déposés signés NFP ou signés GDR? Il y a les deux. Il y a ceux qui sont déposés NFP, c'est-à-dire qui permettent de donner une lisibilité des marqueurs de ce qu'est le programme du nouveau Front populaire. Et ensuite, il y a le droit d'amendement de chaque député par groupe, où on veut toujours le permettre, tout en ayant un nombre un peu restreint, pour permettre qu'il y ait du débat et aussi qu'on ne nous fasse pas le reproche de faire trop durer. Ok. Il y a la droite, surtout les Républicains, parmi certains macronistes et l'extrême droite, qui jugent que c'est un budget presque de communiste, parce qu'on va oser taxer les 300 plus grandes entreprises. C'est pas un objet de satisfaction pour vous, quand même, ce point-là? Ciotti qui dit que c'est un budget socialiste. Première chose, c'est que ce que je crois... C'est presque un rétablissement de l'ISF. Alors, d'abord, première chose, pas très loin, ce que je crois, là où vous avez raison, c'est qu'il faut savoir regarder quand il y a des batailles culturelles qu'on gagne, des batailles d'idées qu'on gagne. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que ça fait un moment, et vous le savez, dès 2022, la NUPES avait demandé à ce que, et même avant d'ailleurs, mais la rentrée 2022, elle est très marquée pour la NUPES, de dire il faut qu'on taxe les plus riches, il y a eu la crise sanitaire, on veut vraiment qu'il y arrive ça. Et pendant 2 ans, ça a été quand même au cœur des débats. Je me souviens, à la rentrée 2022, il n'y avait pas un ministre qui était invité sur un plateau de télé à qui on ne posait pas la question. Et alors, non, il faut surtout pas faire ça, etc. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'ils sont obligés d'en venir là. Donc, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas dire on va faire tant de milliards d'économies et pas taxer les plus riches. Sauf que les mesures qu'ils prennent, elles ne me semblent pas taper tout à fait au bon endroit, elles ne sont pas pérennes, elles sont trop limitées et elles vont rapporter moins que les propositions que nous faisons. Donc, oui, vous avez raison, il y a une sorte de bataille des idées qui est gagnée et il faut que nous nous en félicitions.
Mais 2, on voit bien qu'on a encore à la poursuivre parce qu'elle ne permet pas d'aller chercher suffisamment de recettes pour répondre aux besoins. Et est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans cette culture de la négociation, justement, pour avancer sur certains points, dans cette culture du parlementarisme qui est obligatoire, en fait au vu des 11 groupes Enfin, on le fait toujours, en réalité. Je veux dire, si vous connaissez ce terme d'amendement de repli, c'est parce qu'on sait que nous, c'est normal de faire un amendement qui est fidèle aux engagements que nous avons pris devant les électeurs. Enfin, je veux dire, il y a un truc quand même dont il faut... On se présente devant des gens avec un programme. On fait même des ateliers sur les programmes. Les gens, à un moment, c'est le seul lien démocratique que nous avons vis-à-vis des électeurs. C'est-à-dire c'est celui sur lequel ils ne peuvent pas aujourd'hui nous révoquer, par exemple. En revanche, ils peuvent regarder ce sur quoi on s'est engagé et ce qu'on fait. Donc, c'est pas quand il y a de la négociation, on pense aussi à ce qu'on a dit aux gens, ce qu'on a écrit sur nos programmes. Et donc, bien sûr qu'on est prêt à débouger, on l'a toujours fait pour permettre que des choses avancent. Mais qu'elles avancent dans le sens de ce sur quoi on s'est engagé vis-à-vis des électeurs. C'est comme ça que la démocratie, elle peut tenir. Et c'est bien le problème que j'identifie et que beaucoup de gens ont identifié par rapport au vote en 2024, là, sur les élections législatives, où il y a 2/3 de la population qui se mobilise pour que les idées d'extrême droite ne gouvernent pas au pouvoir, que les valeurs d'intolérance, de fermeture, de rejet de l'autre ne soient pas au pouvoir, et qui voient Retailleau comme ministre de l'Intérieur, qui embraye sur toutes les mesures que le Front National et le Rassemblement National assènent depuis des décennies. Moi, j'avais deux petites questions. Une sur est-ce que vous êtes inquiet d'une possible disparition du groupe GDR? On rappelle, vous étiez 21 ou 22, je crois, lors de la précédente législature. Là, vous êtes plus que 17. On rappelle, si on passe en dessous des 15, donc 14, le groupe disparaît automatiquement. Est-ce que, c'est une inquiétude, et de d'autres, plus sur une formule politique, quel équilibre il faut trouver selon vous entre une gauche radicale ou d'extrême gauche, pour parler par exemple du POI, et une gauche SOSDEM, parce que vous ne pouvez pas gagner sans cette gauche SOSDEM actuellement, et la gauche SOSDEM ne peut pas gagner sans une gauche radicale ou réformiste. C'est quoi votre position? Je vais essayer de me souvenir de la deuxième après avoir répondu à la première. C'est ça. Je la répéterai si besoin. La première, évidemment qu'il y a de l'inquiétude, mais pas pour, comment dire, c'est pas est-ce qu'on va avoir notre groupe ou pas notre groupe, dans l'idée il faut qu'on ait nos places et nos appareils, etc. Ce que je crois, c'est que il y a besoin de députés communistes, il y a besoin de députés ultramarins progressistes. Et mon inquiétude, c'est de voir qu'effectivement, entre 2022 et 2024, il y en a moins. Et que parmi, en tout cas, les députés communistes qui ne sont plus présents sur les bancs de l'Assemblée, c'est des députés du Rassemblement national qui sont venus prendre leur place. Donc forcément, moi, c'est cette inquiétude qui me travaille, mais qui me travaille comme élue et comme militante, comme citoyenne. Donc ça, oui, évidemment, il y a de l'inquiétude. Et puis plus globalement, je pense... C'est l'aveu d'un échec de la gauche aussi, pour le coup. Plus de la ligne Roussel. Alors plus. oui, pour venir sur la... là, je ne sais pas si c'est un débat que de ligne. C'est aussi la responsabilité de la gauche. Que c'était la ligne Roussel. Mais il y a une responsabilité de la gauche, en tout cas, à réussir à avoir un projet, un récit qui permette de faire face au fait que des gens qui sont aujourd'hui en désespoir, qui se sentent abandonnés, etc., ne se réfugient pas derrière le discours, vers le discours d'extrême droite, plutôt que vers la gauche. Ça fait des années qu'on parle de ces fâchés, pas fachos, entre guillemets, et vous n'arrivez, la gauche n'arrive pas à les récupérer. Ouais, il y a aussi comment... Alors, il y a des fachos aussi. Alors, je vais essayer de retrouver la deuxième réponse, mais c'est un énorme débat que nous avons à gauche, et je ne sais pas si je vais le régler là en 2 minutes sur un plateau. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est que... comment dire? Il ne faut pas nier que, et c'est quand même suffisamment documenté, que chez celles et ceux aujourd'hui qui votent Rassemblement national, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas nier la part des valeurs xénophobes qui peuvent animer ce vote. Je pense qu'il ne faut pas le nier, que souvent il est très lié avec des questions elles-mêmes sociales, avec des gens qui voient disparaître des services publics. Pour autant, il y a plein de gens qui voient disparaître leurs services publics et qui ne votent pas Rassemblement national. Donc l'histoire n'est pas réglée une fois que simplement on a cette donnée-là. En revanche, ce que je vois, c'est que dans une période où la Macronie a quand même travaillé à augmenter de manière significative les inégalités dans notre pays, que là, elle va rajouter une phase encore plus austéritaire, qu'elle plonge des gens dans des situations soit de pauvreté, soit de précarité, et qu'en même temps, elle a déroulé le tapis rouge à l'extrême droite. On ne peut pas ne faire que reprocher à la gauche
le fait qu'on en soit dans cette situation, loin de là. Par contre, ça nous oblige à être beaucoup plus à la hauteur de la situation. Ce que je crois, c'est que le fait d'avoir fait le NFP en quelques jours au moment des élections législatives fait partie des choses qui nous mettent à la hauteur. Encore faut-il lui donner encore, je dirais, plus de hauteur, que l'unité vive plus aussi, parce que je pense qu'on a encore du chemin de ce point de vue-là. Et puis ensuite, sur le terrain des idées, on a aussi, je crois, encore à œuvrer, mais il me faudrait beaucoup plus de temps pour développer. Ensuite, gauche radicale, gauche SOSDEM, gauche libérale, etc. Bon. Moi, j'appartiens, ma famille politique, au sens large, pas simplement les communistes, c'est plutôt la gauche dite radicale. J'ai plutôt tendance à dire gauche de transformation sociale, mais je comprends bien que c'est pas très clair. Voilà. Chacun ses mots. Voilà. Bon, donc c'est plutôt mon espace. Ce que je constate, c'est que ces dernières années, cette gauche-là, c'est celle qui a plutôt redonné des couleurs à la gauche, après notamment l'ère Hollande. Alors, c'est celle qui a permis... Qui siège dans le même... Oui, mais l'ère Hollande, elle n'est pas oubliée. L'ère 2012-2017, elle n'est pas non plus oubliée. C'est celle qui a fait quand même beaucoup de mal et qui fait aussi que plein de gens aujourd'hui nous disent la gauche et la droite, c'est pareil. Donc, vous enlevez les socialistes, du coup non, j'enlève pas les socialistes. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est... Juste François Hollande. Non. Et Bernard Cazeneuve. Cette gauche-là, elle a redonné des couleurs à la gauche. Elle a permis aussi qu'on n'ait pas des scénarios comme en Italie, où la gauche disparaisse complètement du paysage politique. C'est une inquiétude pour vous ? Alors justement, c'est toujours une inquiétude. En revanche, ce que je crois, c'est que la gauche, si elle veut gagner, si elle veut transformer réellement, elle a besoin évidemment d'une dynamique populaire, mais elle a besoin aussi d'être suffisamment large. Et donc moi, je ne dis pas il faut exclure le Parti socialiste ou quoi que ce soit. Je suis très heureuse que dans le NFP, il y ait toute cette diversité. Alors justement, de la gauche qui anime cette diversité, cette unité. Je vous coupe avec une question du chat qui remonte un peu, mais comme ça, je les prends quand même. C'est une question d'Entièrement qui dit, du coup, la question de la majorité, elle se pose pour 2027, de cette fameuse gauche qui irait de Philippe Poutou à François Hollande. Oh, ça va être funky. La question... C'est une vraie question. C'est toujours sur quoi et pourquoi. Commençons par là. Avant de... en politique, il faut quand même commencer sur qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on veut, et ensuite, on verra avec qui en fait partie. Donc moi, ce que je crois, c'est que les acquis, justement, de cette gauche radicale qui a été en capacité de redonner des couleurs à la gauche, de dire la gauche, c'est ça, c'est la gauche qui va défendre le fait que la richesse du travail, elle ne peut pas s'enfuir vers le capital, que tout ne peut pas être drivé par les marchés financiers, que l'indicateur de bonheur, ça existe aussi dans le pays, que le temps libre, c'est un truc important aussi pour les citoyens, que les questions d'antiracisme et de féminisme, c'est aussi des questions sociales qu'il faut traiter et que la gauche doit traiter. Ça, pour moi, c'était extrêmement important. Et ça l'est toujours. Et ce que je souhaite, c'est que le rassemblement de la gauche, bien sûr, il demande à chaque fois, parce que dès qu'on fait rentrer quelqu'un, on ne peut pas lui dire c'est comme ça et pas autrement. On ferme la porte, etc. En revanche, ce que je crois, c'est que si on veut réellement de la transformation, si on ne veut pas décevoir de nouveau, alors on ne peut pas rompre avec ces valeurs-là, ces principes qu'on a défendus. Donc vous voyez bien, ce n'est pas oui-non, c'est... Sur quoi Et on a des discussions à avoir là-dessus. Elles peuvent être parfois... Et moi, je le redis, je le disais déjà en 2017, parfois, il faut qu'on sache discuter et même se disputer. Mais ensuite, tout ça doit se faire dans du respect et doit se faire sur des bases qui me semblent claires. Donc discutons et disputons-nous s'il le faut. On a évidemment un autre sujet à vous soumettre, c'est l'immigration. Quand vous voyez la proposition de loi, en tout cas l'idée d'une loi de Bruno Retailleau, est-ce que vous ne regrettez pas Gérald Darmanin ? J'ai dit il n'y a pas longtemps, de manière très ironique, je suis à 2 doigts de regretter Gérald Darmanin. Mais comme quoi, Bruno Retailleau... Évidemment, de manière très ironique, parce que je reste aussi, et je ne me départirai pas de mon féminisme, et vous vous doutez que Darmanin, ce n'était pas non plus... Votre tasse de thé. Ma tasse de thé. Non, mais alors, d'ailleurs. C'est vrai, vous pourriez prendre un peu de thé. Vous allez me proposer du thé, mais pour poursuivre plus sérieusement évidemment cette discussion, voilà, vous avez... Honnêtement, je suis pas simplement inquiète, je suis terrifiée. Ok. Voilà, vraiment. Les questions liées à l'immigration font vraiment partie des bases de mon engagement politique. C'est un des sujets sur lesquels on m'entend beaucoup. Et vous avez déposé une proposition de résolution le 25 septembre dernier pour créer une commission d'enquête relative aux conséquences des accords du Touquet sur l'action publique et le respect des droits fondamentaux des personnes pour aller enquêter sur ce qui se passe à Exactement. Voilà. C'est pour ça le chat qu'on parle d'immigration. Exactement. Pourquoi on parle d'immigration ? C'est ce qu'on appelle une passe décisive dans le métier. Et donc, voilà.
j'ai déposé cette proposition avec d'autres députés du Ouais, Nouveau Front Populaire pour qu'on aille enquêter. Vous savez, l'année dernière, il y a eu des révélations d'un consortium de journalistes, Light Report, oui, si je me trompe. Hein. Non, c'est ça, Light Report, sur ce qui se passait à Calais, sur les départs en mer et sur le fait que parfois la police pouvait crever des embarcations ou les faire chavirer en tournant autour ou envoyer des gaz lacrymogènes à des gens qui étaient déjà sur des bateaux qui parfois n'avaient pas de canaux de sauvetage. Peut-être expliquer ce que sont que les accords du Touquet, signés en 2003, avec des modifications. Interfrontières, en gros, pour le dire très très vite, entre l'Angleterre et la France. Exactement, et qui fait que finalement la frontière anglaise, elle est plus chez eux, elle est chez nous. Voilà. Bon, tout le monde en pense qu'il veut. Ouais, mais c'est ça qui est écrit en tout cas. On gagne combien, je crois? C'est 10 millions annuels, non? Ouais, alors en plus, ça a été renforcé. Parce que là, dans les dernières négociations, les Anglais, ils payent aussi, par exemple, pour des places, des nouvelles places en France de centres de rétention. Et donc, les frontières, elles sont là. Donc, en fait, il n'y a pas que nous qui le disons, mais il y a plein d'ONG, mais aussi Cour européenne, qui dit que la France devient le bras armé, finalement, de l'Angleterre en matière d'immigration et de passage. Peut-être que beaucoup ont entendu aussi le fait qu'il y avait de nombreux morts, certes en Méditerranée, de manière très importante, mais aussi dans la Manche. Il y a eu un naufrage qui a fait beaucoup de bruit le 24 novembre 2021, avec 27 personnes qui sont mortes, et où il a été établi au fur et à mesure, même si tout n'est pas terminé, qu'en fait tout le monde s'était renvoyé la balle entre les différentes autorités, l'Angleterre, la France. Il y avait un enregistrement, je crois, qui avait été publié. Exactement, qui a été mis en cause. Depuis, ça a créé quand même quelques modifications. Et donc, il y a notamment maintenant un peu plus de navires et de personnel qui sont en mer pour permettre de venir en aide. Sauf qu'il n'y en a pas assez, ils ne sont pas assez adaptés. Et en plus, il y a des pratiques à la fois sur terre avec le principe de 0 point de fixation qui fait que toutes les 24 heures, les campements, ils sont virés par la police. Il y a des affaires qui sont prises, etc. Et donc, les gens, ils ont encore plus envie de partir. Hein. Oui, clairement. Déjà, ils veulent passer. Et il faut dire un truc, à mon avis, qui est important, parce que je peux en parler des heures, donc je vais dire les trucs importants. Quand les gens, ils veulent passer, ils font tout pour passer. Oui, quitte à mourir. Que ce soit le Mexique, le mur du Mexique, que ce soit la mer Méditerranée, que ce soit la Manche. On m'a même raconté, et c'est la vérité, des gens qui finissent par faire des bateaux avec des bouteilles en plastique pour permettre de passer. Donc, il faut arrêter de penser qu'on va, à part si tout le monde est décidé, désolé de le dire comme ça de manière très cynique, à leur tirer dessus pour pas qu'ils passent, là, ce qui est créé comme politique migratoire, c'est tout simplement de rendre plus difficiles les passages. Et plus on les rend difficiles, plus il y a de morts. C'était pas ce qui avait été reproché à Frontex, d'ailleurs, d'avoir tiré sur d'avoir repoussé en mer des migrants. Et là, en fait... Pushback. Exactement. Et là, en fait, avoir cette logique qui consiste en permanence à mettre des policiers, je dis pas qu'il faut pas de policiers, mais des policiers pour les empêcher de passer, plutôt que de mettre, par exemple, des moyens qui vont venir faire de la prévention, qui vont venir faire de la demande d'asile. Comment vous regardez, par exemple, ce qu'a fait, je prends volontairement un exemple, Giorgia Meloni en Italie, qui traite directement avec la Tunisie, avec l'Albanie. Est-ce que vous vous dites, elle gère mieux ces flux migratoires la présidente du Conseil italien? Il faut voir à quel prix. Parce qu'il n'y a pas que Giorgia Meloni. Nous, on a sous-traité des frontières aussi avec l'Union européenne, avec la Libye. Et aujourd'hui, on autorise à ce que la Libye, qui est un État failli, je veux dire, il n'y a pas... Il y a une guerre on ne peut pas dire que ce soit un État au sens où... Voilà. Et eux, ils sont censés se charger normalement de la coordination du sauvetage dans cette partie de la mer Méditerranée. Vous vous doutez que ça n'arrive pas. Je veux dire, les ONG, quand elles les appellent, il n'y a pas de réponse. Les personnes en Libye ne parlent même pas anglais pour pouvoir... ceux qui sont censés... Quand je dis ça, ce n'est pas une attaque vis-à-vis des Libyens ou... Non, bien sûr, on l'entend bien. C'est qu'en réalité, on est en train de confier à des États dans lesquels la corruption est à l'œuvre, dans lesquels on sait que le respect des droits fondamentaux est bafoué pas tous les jours, chaque seconde, dans lesquels il y a des actes de torture qui sont commis vis-à-vis des migrants, on leur dit « tenez, on vous les confie ». Mais faut se rendre compte de la folie de la chose. Et du coup, la solution, elle passe par quoi? Est-ce qu'elle ne serait pas européenne?
Mais si, c'est pour ça qu'aussi, alors je fais une autre proposition qui est une proposition européenne. Merci de la transition. Je suis là pour ça, c'est son métier. C'est mon métier. Il y a une proposition pour faire en sorte qu'il y ait une flotte européenne de sauvetage en mer Méditerranée. Il y en a eu une dans le passé, avant 2016, ça s'appelait Mare Nostrum. Elle existait pour permettre du sauvetage. Elle a été abandonnée. Et aujourd'hui, on laisse aux ONG le soin de le faire, sauf qu'on ne leur laisse pas vraiment le soin de le faire, puisqu'on les criminalise. On explique qu'en fait, ils aident les passeurs. Et ensuite, Giorgia Meloni, justement, elle a fait en sorte de faire un décret, une loi, décret-loi d'ailleurs, qui fait en sorte qu'elle leur dit « Ok, je suis obligée de vous donner un port sûr, mais je vais vous donner celui qui est le plus loin possible. Et quand vous avez des gens, des migrants à votre bord, eh bien... Une fois que vous avez fait un sauvetage, vous n'avez pas le droit d'en faire un deuxième avant de revenir à ce port sûr. Donc en fait, très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça empêche les navires de sauvetage d'être en mer pendant ce temps-là. Et s'ils ne le font pas, eh ben, leur bateau, il est retenu 20 jours dans ce port. Donc ça veut dire que ces politiques-là assument complètement le fait qu'il y ait des gens qui meurent. Et donc, moi, je veux bien qu'on en vienne à un cynisme fou, à expliquer que c'est normal parce que ces gens-là, de toute façon, sinon... ils arrivent et on ne sait pas faire. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte du nombre à un moment. Non seulement c'est des gens qui, du point de vue du plan économique, on sait très bien qu'on va finir par aller les chercher parce qu'on n'aura pas assez de monde pour le travail, mais en plus, en termes d'accueil, je veux dire, la France, elle a montré qu'elle sait faire. Elle a su faire avec les Ukrainiens, elle a mis des guichets, elle a investi dans les écoles, elle a fait en sorte qu'ils arrivent. Et tout se passe bien. Donc arrêtons de nous raconter qu'on ne sait pas. Par contre, ce qu'il faut dénoncer, c'est un racisme crasse qui existe, parce que quand c'est les Ukrainiens, on est en capacité de faire, et quand c'est des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, il y a la théorie abjecte du fameux grand remplacement qui viendrait expliquer que ces gens-là n'auraient pas la capacité de s'intégrer dans notre pays. C'est que la théorie des hémoristes. Le gouvernement ne prône pas la théorie du grand rassemblement, quand même. Le fond est là, parce que moi, je ne mets jamais un trait d'égalité entre... je mets pas un trait d'égalité entre des députés macronistes et des députés d'extrême droite. Je sais faire la différence. En revanche, quand on commence à reprendre la théorie de l'appel d'air, par exemple, en expliquant que parce qu'on fait des soins, il y a des gens qui viennent, ça laisse libre cours à beaucoup de théories. Ça, c'est les Républicains. Alors, malheureusement, on n'a plus de temps du tout. J'allais dire plus beaucoup de temps, mais vos questions, elles sont bien aussi. Je sais. Il y a une information qui vient de tomber très rapidement, qui est annoncée par Sea Shepherd. Paul Watson a demandé l'asile politique à Emmanuel Macron. Vous êtes pour accueillir Paul Watson en France ? En tout cas, je suis pour qu'il soit libéré. Ouais, donc voilà, commençons par là. Ouais, c'est ça, toujours. Si c'est une manière... Mais comme il est sous menace d'extradition, c'est pour ça. Bien sûr, exactement. Si ça permet effectivement... si des engagements de ce type de plusieurs pays européens, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres, ça permet que Paul Watson soit libéré, il faut que Paul Watson soit libéré. Ça, il n'y a pas de doute. Je pense qu'on est nombreux à le demander aujourd'hui, et sur un échiquier politique très large d'ailleurs. Oui, ça transcende un peu pour le coup. Ouais. Merci beaucoup, Merci Elsa Fossillon. Ouais, trop court, évidemment. Trop court. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir participé à ce chat. Merci à tout le monde pour les questions. Vous pouvez y aller. Je ne sais pas ce que je voyais déjà. Moi non plus, j'étais pas sûre. Mais merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on doit dire? Alors moi, je sais pas bien faire ça, mais ça, toi, tu sais faire. Il faut s'abonner. Il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, c'est beau. J'ai l'impression de voir ma mère qui Ah oui, pardon. Ouais, non, mais on va naître entre tout à l'heure. On va naître entre nous. Non, bien sûr, on en rigole. Donc, merci à vous pour vos questions. Vraiment, promis, la prochaine fois, j'essaie de voir plus vite et de capter plus vite. Vraiment, je ferai mieux le bon taf. Si, pourtant, la fibre du journalisme. Mais bon, bref. Alors, très bien, merci beaucoup. Abonnez-vous, Twitch, LCP. Followez, bien sûr. LCP, Assemblée nationale. LCP, Assemblée. LCP, Assemblée nationale. C'est comme Mercurochrome, il faut le répéter 3 fois. En entier. Et on se retrouve mercredi prochain, 16h30, de nouveaux invités. Il y a lundi. Alors, lundi sur LCP, lundi sur la chaîne Twitch de LCP, à 18h30, pour Lundi c'est politique, avec Francis Letellier, votre serviteur. Il fait juste sa promo, en fait. Mais non, c'est sur la chaîne de LCP. C'est un peu ça l'idée. C'est sur la chaîne. Pour les streams. Si je faisais ma pub, j'aurais dit rendez-vous demain sur Hugo Perchoir. Ce sera mercredi prochain. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci Sacha. Bien sûr, merci Sacha. Merci Hugo. Merci beaucoup. C'est cringe. Tu sais pas tout.